Bon, c'est tout à fait la bonne franquette. Hein. Alors, pourquoi j'ai choisi de parler du Prosecco? Et il se trouve qu'effectivement, comme vous l'avez lu sur la fiche, j'ai des liens familiaux avec la Vénétie. Faut savoir que mon père y est né. Alors, pourquoi j'ai voulu m'intéresser au Prosecco? Eh bien, parce que à l'âge de 14 ans, dans les années 60, j'ai du mal à parler plus fort, alors je vais m'approcher. Donc, dans les années 60, je suis allée au pays de mon père pour la première fois, et avec lui. Et c'est la première fois qu'il est retrouvé depuis l'émigration. Et partout où nous allions, on offrait à mon père l'ombra di vin bianco, c'est-à-dire 2 doigts de vin blanc. Or, ce 2 doigts de vin blanc, moi, je ne l'ai pas goûté à 14 ans. Je ne saurais pas vous dire s'il était tranquille, vous savez, un vin tranquille sans bulle, ou effervescent, ça, je ne saurais pas vous le dire. Mais, je me suis demandé pourquoi, dans la mesure où le village de mon père était pile dans la zone où on fabrique le meilleur Prosecco, pourquoi ce vin, dont je ne savais absolument pas qu'il s'appelait Prosecco, pourquoi ce vin avait pris autant d'importance, pourquoi il était devenu aussi populaire. Donc la première fois que j'y suis allée, je me suis rendu compte que ce village était un village très très pauvre, un village de montagne, très différent des villes comme Padoue, Venise, etc., qui étaient, elles, au contraire, très riches et très peuplées. Là, il y avait très peu de monde, de petites maisons sans importance, etc. Pour moi, c'était très important. C'était le village de mon père, évidemment. Mais pour l'intérêt du village, bon, je n'en avais pas vu beaucoup. J'y suis retournée en 77, donc j'étais mariée à l'époque, et j'y suis retournée, j'ai déjà vu une belle évolution. Il y avait quelques commerces, c'était un peu plus moderne. Mais la grosse différence, je l'ai vue en 2010-2015, quand j'y suis retournée avec mes frères, déjà en passant par Vicenza et en montant vers les collines, j'étais étonnée de voir tous ces vignobles de coteaux magnifiques. Et je suis arrivée dans ces villages qui avaient été complètement rénovés. Les maisons avaient été agrandies, embellies. La plupart étaient devenues des gîtes, des bed and breakfast. Il y avait des touristes. Il y avait même un restaurant gastronomique, des pizzerias. Enfin, vraiment, le village avait complètement changé. Et les villages alentours aussi. Et je me suis dit, mais comment se fait-il? Et puis, en pensant aux villes, en pensant à l'ombra di vin bianco, je me suis dit, mais ça doit être dû à l'évolution du Prosecco. Et c'est bien pour ça que je me suis intéressée à cette histoire. Et alors, en me plongeant dans l'histoire, je me suis rendu compte que, bien que la popularité du Prosecco ne soit venue que ces dernières décennies, eh bien, on en parlait déjà en 77 après Jésus-Christ, dans Pline l'Ancien, qui avait fait un traité naturaliste, où il parlait de ce vin aux vertus curatives. D'ailleurs, à l'époque, Lydia, l'épouse de l'empereur Auguste, trouvait que c'était un breuvage extraordinaire, c'était son breuvage préféré, sa boisson préférée, et elle disait que c'était grâce à cette boisson que les femmes romaines vivaient aussi longtemps. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'était déjà en 77. Après, on en retrouve trace dans les écrits des auteurs anglais. Vous savez que au XVIe siècle, tous les auteurs anglais voulaient absolument faire ce qu'ils appelaient le grand tour, et ils venaient s'enrichir de ce qui pouvait se passer en Europe, et spécialement dans le nord de l'Italie, qui n'était pas encore l'Italie. Donc ils allaient à Venise, ils allaient à Vérone, le plus célèbre d'entre eux, Shakespeare, les Amants de Vérone, le Othello, le mort de Venise. Les histoires, ils les ont prises là-bas. Et là, dans leurs écrits, dans le récit de voyage, ils parlent tous de ce vin pétillant. Vin pétillant de qualité, qui met de bonne humeur, enfin bon, tous. Au XVIIe siècle, encore, dans les poésies, on en parle encore. Et là, on se rend compte que le vin, je vais vous montrer sur la carte, de là où il avait été produit pour la première fois, ça avait évolué vers Vicenza. Vous voyez? Alors, vous aurez peut-être je peux me montrer. Là, il y a Trieste. Trieste, c'est en Frioul. Le Frioul est à la limite de la Croatie. Donc, le premier vin de Prosecco dont on a entendu parler, il a été produit là. Et il y a un village qui s'appelle Prosecco, qui a donné son nom donc à ce vin. Et puis, de là, il est parti
vers cette zone, et puis vers Venise, etc. Venise, surtout, et il est allé jusqu'à Vicenza. Alors je me suis demandé pourquoi. Eh bien, pourquoi ça n'était pas resté sur Trieste? Tout simplement parce que Trieste est en zone karstique, et que les zones karstiques, comme la Croatie et la Slovénie, ce ne sont pas de bons terrains pour les cultures, et surtout pas la culture de la vigne. Ce sont des roches calcaires. Quand il pleut, le calcaire se dissout, et les rivières sont souterraines. L'arrosage est très mauvais pour les plantes. En bas, en dessous, il y a des grottes, etc. Donc, c'est vraiment pas du tout un terrain propice à la culture, et surtout pas à la culture de la vigne. Tandis que sur les coteaux de Vénétie, je viens aller sur les coteaux, hein, ça n'est là, pas tellement dans la même. Là, c'est tout à fait différent. Le terrain est fait d'argile, de grès, de marne tertiaire. Quand il pleut, l'arrosage se fait automatiquement et le drainage est très rapide. Ce qui fait que les vignes sont arrosées, mais pas inondées. Et donc, tout le monde sait que les vannes coteaux sont meilleures que les vannes pleines. Voilà pourquoi, petit à petit, le Prosecco s'est fait plus à l'ouest. Voilà. Et donc, à partir de là, je me suis dit, mais on a fait comment ce Prosecco? Parce que du temps de mon frère, vous n'avez pas beaucoup d'entreprises vinicoles. Donc, comment on a fait le Prosecco? Je vais vous dire, mais je l'ai dit du texte cette fois. Voilà. Avant tout, je vais vous dire que, pour reprendre la chronologie, en 1861, naît l'État italien. Et la première chose que font les parlementaires, excusez-moi, c'est de diligenter une enquête sur l'état de l'agriculture. Et ils se rendent compte que l'agriculture est assez pauvre, et spécialement dans cette région-là. Et dans cette région-là, il y a un tout petit vignoble qui s'appelle un vignoble secondaire, où on ne produisait que 3200 hectolitres de Prosecco. On produisait d'autres vins, le Vergnese, le Biancheri, mais pas beaucoup. Et 3200 hectolitres de Prosecco, c'est rien du tout. Vous verrez que c'est bien différent aujourd'hui. Ça, c'était donc en 1961. Et plus tard, excusez-moi, je vous en prie, madame. J'avais oublié de vous faire penser aussi. En 1868, se fonde la Société vinicole de Treviso. Et à partir de là, on commence à penser aux frontières limites de l'exploitation du Prosecco. Ça n'est quand même qu'en 1930 qu'on va les définir. Et puis, beaucoup plus tard, en 1962, les producteurs se sont dit qu'ils avaient peut-être entre les mains quelque chose qui allait peut-être faire profit. Et donc, ils se sont réunis et ils ont formé le consortium de tutelle du Prosecco. Et c'est à eux que je me suis adressée pour avoir tous les renseignements dont je vous parle. Voilà. Ce consortium de tutelle était chargé de protéger le Prosecco, évidemment, et d'en protéger la qualité et l'image. Ils avaient formé un cahier des charges. Alors, une chose très importante, les vignes sont travaillées à la main, très peu de mécanique. De toute façon, c'est en coteau et les machines sont assez difficiles à manœuvrer là-dedans. Deuxièmement, quantité réduite pour favoriser la qualité. Pas possible d'avoir plus de 130 à 135 hectares canto par hectare. Et en plus, le cépage. Et c'est ça qui est le plus important. Le cépage qui est à l'origine du Prosecco s'appelle Glera. Au début, il s'appelait Prosecco. Et on s'est rendu compte que si on continuait à l'appeler Prosecco, peut-être que d'autres pays pourraient prendre ces vignes et les planter ailleurs. Et alors qu'ils auraient le droit d'appeler leur production de vin Prosecco. Donc, il a été décidé que le Prosecco serait le vin et le cépage s'est appelé Glera. Voilà. Alors, ça, c'était donc en 1962. 7 ans plus tard, grâce à tous leurs efforts, ils ont obtenu d'être classés en dénomination d'origine contrôlée, DOC. Et puis, encore plus tard, en 2009, et c'est de là que vraiment l'explosion est partie, ils ont reçu les uniquement dans la zone dont je vous parlais tout à l'heure, le Val de Biadene Alconegliano,
ils ont reçu la DOC G, c'est-à-dire dénomination d'origine contrôlée garantie. Voilà. Personne d'autre n'a le droit de produire ce genre de Prosecco ailleurs que dans cette zone. Bien. Alors, tout ça pourquoi? Bien entendu, parce que il y a eu des efforts énormes de technologie, mais surtout en vinification et surtout de marketing, bien sûr. Voilà. Donc, comment ils produisent ce Prosecco? Eh bien, les vignes de Glera sont évidemment vendangées en septembre, au moment où, enfin avant l'hiver, au moment où la maturité est la meilleure. Le Glera est un raisin très délicat, à la peau très fine. Donc, il faut que dès l'entrée en salle, on s'occupe de lui de manière très, très précise. Une fois les raisins récoltés, ils sont pressés pour retrouver le mou. Le mou est filtré et il passe par un processus de clarification. Puis, il y a une première fermentation qui se fait à l'aide de levure et de sucre. Vous verrez que c'est un peu pareil pour le champagne, avec une grosse différence quand même. Donc, première fermentation. Au bout de plusieurs mois de fermentation, ce vin va être goûté par les œnologues pour voir quel va être son millésime. Et puis, on va lui faire subir une deuxième fermentation. Et c'est là que la grosse différence avec le champagne, c'est que cette deuxième fermentation va se faire en autoclave. Et quand vous allez là-bas dans les entreprises, le monsieur a peut-être vu, vous avez d'énormes autoclaves en acier inoxydable dans lesquels ce Prosecco est emprisonné, ce qui permet de garder les toutes petites bulles et le goût fruité, délicat de ce Prosecco. Voilà. Ça n'est qu'après cette deuxième fermentation qui dure à peu près 2 mois que le Prosecco est mis en bouteille, et puis fermé, et puis commercialisé. Alors, vous savez qu'il existe, comme champagne, différentes sortes de Prosecco. Il y a le brut, l'extra dry, le dry, et tout ça dépend de la quantité de sucre qui reste dedans. Donc, pour que ce soit du brut, il faut qu'il y ait entre 0 et 12 grammes de sucre par litre. Pour l'extra dry, c'est 12 à 17 grammes par litre. Pour le sec, le dry, du 17 à 32 grammes, et pour le demi-sec, de 32 à 50 grammes. Voilà. Donc, il y a une grosse différence. Alors, champagne, je vous ai dit champagne versus Prosecco. Les deux vins ont des propriétés qui se ressemblent et d'autres complètement différentes. Alors, la première chose, c'est que ils sont tous dans des régions bien définies. Le champagne en Champagne et le Prosecco en Vénétie. Et la deuxième similarité, c'est qu'ils ont tous 2 fermentations. Mais quand je vous ai dit que la fermentation du Prosecco se faisait en autoclave, pour le champagne, c'est complètement différent. Après la première fermentation, qui a lieu de la même manière, avec de la levure et du sucre, le champagne est tiré directement en bouteille, avant la deuxième fermentation. Et on emploie des tourneurs, justement, parce que les bouteilles sont mises à l'horizontale, mais légèrement penchées. Et on emploie des tourneurs qui, tous les jours, vont tourner d'un quart de tour la bouteille pendant 2 mois à peu près. Ce qui veut dire que, enfin, pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que les levures, une fois qu'elles ont transformé le sucre en alcool, vont déposer des nuits, des saletés. Et pour éviter que ces saletés soient partout dans la bouteille, on penche la bouteille. Donc les saletés vont se retrouver dans le goulot. Au bout de ces 2 mois, quand les levures seront mortes et que toute la nuit sera dans le goulot, on va plonger la bouteille, le haut de la bouteille, dans une solution de saumure à moins 20 degrés. Résultat, après, quand on va ouvrir la bouteille, tout ce qui était dans le goulot s'est transformé en glaçon, et le glaçon est expulsé, et avec lui, toutes les nuits. Alors, à ce moment-là, Bernard pourrait vous le dire, parce que lui, il a vu ça en Champagne, on va remplir les bouteilles, puisqu'il va leur manquer un peu, voilà. Donc, dans les bouteilles de brut, on va juste rajouter le champagne, de ce qu'on vient de tirer. Par contre, dans les autres, on va rajouter éventuellement du sucre, et plus ou moins de sucre selon ce sera
de l'extra dry, de dry, etc. Ils appellent ça la liqueur du tirage. Voilà. Et c'est qu'après ça qu'ils vont fermer. Donc, vous savez, le bouchon, le liège, le muselet, etc. Voilà. La grosse différence, elle est là. Après, il y a une différence de goût, évidemment, de bulles, puisque les bulles de champagne sont plus importantes. L'acidité est un peu plus forte. Le champagne est plus complexe comme goût. Le Prosecco est beaucoup plus fruité. Je vous l'ai dit, il dit qu'il y a un goût de fruits et de fleurs blanches. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est ce que disent les œnologues. Et puis, les bulles sont beaucoup plus fines. Et puis, l'autre grosse différence, c'est le coût, évidemment. Mais il est normal que le champagne soit beaucoup, beaucoup plus cher, parce que les tourneurs sont payés. Et Bernard me disait qu'ils étaient les mieux payés. Oui, Roger. La différence avec le champagne, c'est que le champagne, il y a plusieurs cépages. Alors, je l'ai fait effectivement, Roger. Dans le champagne, il y a 3 cépages. Il y a le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Dans le prosecco, le cépage est du glera à 85% minimum. S'il n'y a pas 85% de glera, ça n'est pas du prosecco. Par contre, il y a 15% qui peuvent être rajoutés. Alors là, il y a des cépages autochtones, comme le Verdise, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Bianchetta, mais il y a aussi les cépages internationaux, donc ils peuvent choisir de mettre du chardonnay et du pinot, quel qu'il soit, pinot, blanc et noir. Voilà, effectivement, oui. Mais alors, ce sont des chardonnays, le pinot, c'est quelque chose qu'ils cultivent en Italie ou ils font venir de France? Je ne saurais pas vous dire, mais internationaux doivent venir d'ailleurs, d'après moi. Hein. En tout cas, pas de cette région-là. D'accord. Sûr. Okay. La région, c'est vraiment Verdise et Bianchetta, etc. Et il y en a un autre qui s'appelle Glera Lunga, mais c'est toujours, voilà. Voilà. Donc, voilà la différence avec le champagne. Alors, étant donné que le prosecco est plus abordable, plus léger, etc., il y a évidemment, avec le prosecco, on peut faire de très bons cocktails. Alors, il y en a que vous connaissez sûrement, non? Oui. Avec l'apéro. J'en fais des bonnes. Le spritz, oui. Je vais vous en poser des trois. Le spritz. Le Bellini. Alors, moi, ça vous dit quoi? Le Bellini. Le spritz, le Bellini et le Sorrento Sparkle. J'en connais 3, et puis il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, pourquoi ça s'appelle spritz, vous savez? Eh bien, parce que, à un certain moment, vous le disait tout à l'heure avec Robert, l'Italie qui n'était pas l'Italie, enfin, c'est très jour d'Italie, était dominée par l'Empire austro-hongrois. Voilà, par l'Autriche. Et que les Autrichiens qui venaient dans la région, pour retrouver le goût du vin qu'ils avaient chez eux, demandaient à ce que l'on mette de l'eau dans leur vin, de l'eau gazeuse dans leur vin. Et dans le spritz, ça vient de spritzen, qui est un mot allemand. Et petit à petit, les gens du coin ont pris l'habitude de boire ce vin avec de l'eau. Et ça n'est que au moment, vers les 2009, où on a décidé de le marier à des boissons un peu plus amères, comme l'apéro. Il y a d'autres boissons amères que j'ai utilisées, que c'est devenu le spritz que tout le monde connaît. Alors, le Bellini, vous savez comment il est composé? Pêche. Avec la pêche. Voilà. C'est juste du prosecco et du jus de pêche. Maintenant, pour en faire un vrai cocktail, on y ajoute de l'alcool de pêche. Et des glaçons, évidemment. Et pourquoi Bellini? Bien, c'est un barman du Harris Bar de Venise qui adorait les peintures de Bellini. Et les peintures de Bellini sont faites à partir de couleurs très pastel, très douces. Et il trouvait que le Bellini avait ce genre de couleurs. Donc, en hommage à Bellini, il a appelé Bellini. Alors, l'autre, le Sparkle, le Sorrento Sparkle, alors je ne sais absolument pas d'où il vient et je n'ai pas trouvé trace. C'est un mélange de quelque chose qui s'est passé sur la côte amalfitaine et aussi à Venise. Alors, on ne sait pas exactement. Par contre, je vous le conseille parce que c'est un délice. Vous mélangez du prosecco avec du limoncello. Alors, vous mettez par exemple 5 centilitres de prosecco et 2 de limoncello et je vous assure que c'est un régal. C'est aussi bon que les fontaines de champagne. Je vous jure que c'est vrai.
C'est délicieux. Ah, très, très bien. Voilà. Bon, alors, je vous ai parlé de production tout à l'heure en vous disant que dans les années, à la création de l'Italie, il n'y avait que 3200 hectolitres de Prosecco. Là, j'ai la production de 2022. Je n'ai pas eu la 24, mais 22. Et on en est bien loin. 638 millions de bouteilles, réparties en 77,8% de Prosecco, avec majorité d'extra dry, 65%. 10% de spumante, c'est-à-dire de Prosecco rosé. 12% de frizzante, c'est du mousseux. Et moins de 0,1% de tranquille, du vin tranquille sans bulle. Donc, on n'en fait pratiquement plus. 81% de cette production part sur le marché étranger, donc 517 millions de bouteilles. Et quand je vous dis étranger, 65,5% en Europe, 26,6% aux USA. Après, il y a d'autres petits endroits. 19% sur le marché italien, 121 millions de bouteilles. Il y a 72% de ce vin qui est vendu en grande surface. Et on le trouve ici aussi. Voilà. Il y a maintenant 28 100 hectares de vignes, 10 400 entreprises viticoles et 1173 entreprises qui vinifient. Donc, vous voyez, ça a vraiment éclaté. Et voilà pourquoi je trouve ça très intéressant en très peu de temps, finalement. Et tout ça parce que les producteurs s'en rendent compte tout d'un coup. En allant pour voir les champenois qui pouvaient peut-être les imiter et faire quelque chose qui vaudrait la peine d'enrichir la région. Et c'est ce qui se passe. Et pour moi, c'est une espèce de revanche. Entre la richesse des villes avant contre la pauvreté des montagnes, maintenant c'est en train d'évoluer dans l'autre sens. Tout à fait. Et je ne voulais pas vous parler que de ça, je voulais quand même vous dire que c'est une région très très attachante. C'est une région qui ne recèle pas que des merveilles gastronomiques. On a d'autres vins. Il y a le Valpolicella, il y a le Bardolino qui sont de bons vins rouges. Vous avez des fromages comme l'Asiago qu'on peut trouver dans le supermarché. Ah oui. Vous avez la chicorée rouge de Radic de Trévise. Vous avez la Polente blanche de Padoue, que peu de gens connaissent, qui est délicieuse, beaucoup plus fine que celle que nous connaissons, et tant d'autres choses très agréables à manger. Mais c'est pas loin de la vallée du Pô. Ah oui, tout à fait. C'est juste au-dessus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, il n'y a pas que ces richesses-là. C'est un pays qui recèle des tas de merveilles. Alors, vous avez dû entendre parler des villas palladiennes, évidemment. Hein, les villas palladiennes qui sont le long de la Brenta. Mais il y a des villas palladiennes qui sont beaucoup plus hauts sur les collines, comme la villa Emo et comme la villa Valmarana Inani, que vous connaissez sûrement. Alors, ce sont des villas qui ont été construites dans les années 1550 par Palladio, qui avait pour but de construire des villas bien construites, belles et utiles, qu'il fallait vraiment utiliser. Sauf qu'elles étaient belles et elles sont encore. Si vous y allez, il y a des magnifiques fresques. J'en ai quelques, vous pouvez regarder là. Si vous voulez le faire passer, tous les murs sont peints. Tous les murs sont peints. Et dans la ville Valmarana, les murs sont peints par Tiepolo, père et fils. C'est une merveille. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et je vais vous raconter une légende parce que cette ville Valmarana, elle est entourée d'un muret, et sur les murets, il y a des nains, des grotesques. Et c'est très bizarre, hein, parce qu'on se demande pourquoi. Il y a une légende qui veut que le premier propriétaire ait eu une fille de petite taille, humaine. Et pour lui éviter de souffrir des colibés, etc., il avait entouré la maison d'un grand mur très haut, et il n'avait engagé que des serviteurs nains. Or,
Cette petite a grandi et au moment de l'adolescence, elle a réussi à grimper jusqu'aux fenêtres qui étaient très hautes. Et par la fenêtre, elle a vu passer un magnifique chevalier, un magnifique cavalier de cheval. Évidemment, elle en est tombée éperdument amoureuse. Et lui n'a pas voulu d'elle. Donc, elle est montée au-dessus de tout ça et elle s'est jetée dans le vide. Et elle s'est tuée. Et de ce jour-là, les nains ont été transformés en statues de pierre. C'est joli, n'est-ce pas? Tout ça, on le découvre, je vous l'assure, tous les jours. Moi, chaque fois que je suis allée, j'ai découvert des choses comme ça. Des années plus tard, dans les années 1700 quelques, a vu naître Antonio Canova. Vous avez entendu parler d'Antonio Canova? Antonio Canova, c'est le Rodin italien. C'est le Rodin italien. Il est né... Il est né à Possagno, qui est en plein milieu de la zone de Procé. C'est un petit village de rien là encore. Et il est né venir travailler, se reposer, et il est mort là-bas, et pour sa sépulture, il a fait bâtir un énorme temple. Un énorme temple, j'en ai aussi des... Attends, je ne sais pas. Je vais vous passer une feuille, vous allez voir. Un énorme temple dans lequel il est enterré avec son frère archevêque. Voyez. Et alors, dans cette petite ville, qui est un petit village de rien, qui était un petit village de rien du tout à fait par hasard, on se retrouve devant la villa natale, la maison natale de ce Canova. Et on va écrire gypsothèque en tout petit, puis on va rentrer. Et dans cette gypsothèque, il y a tous les modèles en plâtre que Canova a fait avant de les transformer en statues, en marbre. Et je vous assure, on voit tout le cheminement de pensée de cet artiste, c'est fabuleux. Et quand il est décédé, son frère, qui est archevêque donc, a ramené de Rome, il y avait un atelier, toutes ces gypsothèques qui pouvaient rester, et il les a mises là. Et pendant la guerre, les paysans, les villageois, ont décidé de les protéger, ils les ont tous mis sous terre, de manière à ce qu'ils ne soient pas détruits. Maintenant, tout a été remonté. Cette gypsothèque est une merveille. Et à côté, je ne l'ai pas encore vu, mais ils ont fait un magnifique musée avec les principales pièces qu'a pu faire dans ce Canova. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment une région très attachante et en même temps, comment vous dire, moi je ne saurais que trop vous conseiller d'y aller parce que aller par exemple à Venise, à Padoue, vous savez y aller comme ça. Et si vous allez, au lieu d'aller à Venise, à Padoue, si vous allez là, spécialement dans cette zone là, vous serez déjà, vous serez là, voilà. Vous serez d'abord très bien accueillis. Ça serait beaucoup moins cher que si vous allez dans les grandes villes. Et en même temps, de Conegliano, vous avez un train qui vous mène à Venise en 50 minutes pour 6,50 €. Et vous avez un train qui vous mène à Minavie en 1 heure pour 7 €. C'est le rêve, parce que aller à Venise en voiture, c'est le rêve. Alors vous allez là-bas, vous vous retrouvez à Santa Lucia, qui est la gare sur le Grand Canal, vous êtes directement dans Venise, vous y passez la journée, vous remontez, là où vous êtes calme. Si vous voulez faire des randonnées, il y a des collines qui sont un petit peu plus haut, vous avez des vacheries, où vous pouvez acheter même des fromages. Je vais même vous donner une anecdote. La première fois, nous sommes montés au-dessus du village de mon père, qui s'appelle Milane. On est monté en voiture parce qu'il y avait un beau restaurant dessus. Et puis, avec mes frères, donc c'était en 2010 à peu près. Et puis, on a marché jusqu'à la vacherie, la Malga, n'est-ce pas? Et là, on a été servi, vous savez par qui? Par une grassoise. Donc, vous voyez, il y a vraiment, je ne saurais vraiment que trop vous conseiller d'y aller. Moi, je n'arrive que une chose, c'est d'y retourner très vite. Le village s'appelait? Bon, le village s'appelle Milane. Le petit Milane, voilà. Si vous allez, allez acheter du prosecco. Si vous avez besoin d'une adresse, moi, je vous en donne. À Gouia, qui est un tout petit village, je peux vous donner Pardon, je peux vous donner l'adresse, excusez-moi. Je peux vous donner l'adresse. Oui, tout à fait, en Vénétie. Je peux vous donner l'adresse. Si vous avez besoin d'adresse aussi de bed and breakfast, pareil, j'en connais aussi à Milan.
qui sont magnifiques, pas très chers. Et honnêtement, on est reçus à bras ouverts. Voilà. Moi, tout ce que j'avais à vous dire sur le PC.